Le jour de Noël de l'an 800, dans la basilique Saint-Pierre de Rome, le roi des Francs, Charlemagne, est sacré par le pape comme empereur d'Occident. Selon Tableau, contrairement à son souhait, Charlemagne ne s'est pas couronné lui-même. C'est le pape qui a pris l'initiative de placer la couronne sur son front, une manière de lui signifier sa supériorité en indiquant que le pouvoir de l'empereur dépend de la volonté de l'Église. Un geste qui à l'avenir sera lourd de sens et préfigure les luttes de pouvoir à venir entre l'Église de Rome et les souverains d'Occident. Au cours de son long règne, non seulement Charlemagne conquit de vastes territoires, mais il initia également une multitude de réformes qui modifièrent profondément la culture et les institutions du monde franc. Voyons donc comment les actions de Charlemagne ont mené à la création de l'Empire d'Occident, entraînant des conséquences considérables dans l'histoire de l'Europe. Vous êtes sur la chaîne Gallus Gallicus, où l'on parle de culture, politique et histoire, toujours en indiquant le contexte, les causes et les conséquences, afin de retenir l'essentiel, l'explication des faits. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci pour votre attention et bon visionnage. À la mort de Pépin le Bref, le royaume des Francs est partagé entre ses deux fils. Mais en 771, profitant de la mort prématurée de son frère, Charlemagne s'accapare son héritage et devient ainsi le seul roi des Francs. Pour asseoir son autorité et étendre le royaume, Charlemagne va mener une politique militaire extrêmement ambitieuse. Durant les 47 ans que dure son règne, il part en guerre presque chaque année. La majorité des campagnes entreprises par Charlemagne sont dirigées contre les peuples germaniques qui menacent régulièrement les frontières du royaume, notamment les Saxons. Charlemagne poursuit la politique de christianisation des vaincus, mais au lieu de laisser des missionnaires les convertir, il veut éradiquer les croyances des Saxons par la force et leur impose de se convertir au christianisme sous peine de mort. Cette violence religieuse renforce la détermination des combattants saxons. Menés par leur chef Widukind, ils opposent une résistance féroce, faisant de la conquête de la Saxe une entreprise longue, difficile et extrêmement brutale. Lorsque les Lombards menacent à nouveau l'Église de Rome, Charlemagne répond à l'appel du pape et fait marcher son armée pour les combattre. Encerclé dans la ville de Pavie, le roi lombard finit par capituler. Charlemagne annexe alors son royaume et s'approprie son titre, se faisant nommer roi des Francs et des Lombards. Autour de la Méditerranée, la situation a beaucoup changé depuis les conquêtes arabes. La péninsule ibérique constitue un État appelé Al-Andalus, dirigé par l'émirat de Cordoue, qui est en conflit avec le califat abbasside de Bagdad. À l'appel du wali de Barcelone, qui se rebelle contre l'émirat de Cordoue, Charlemagne lance une expédition militaire pour le soutenir. Mais c'est un échec, et son armée doit rebrousser chemin. Durant la traversée du col de Roncevaux, les forces de Charlemagne sont prises en embuscade et vaincues par les Vascons. Cette bataille de Roncevaux inspirera notamment la chanson de Roland, l'une des plus fameuses œuvres littéraires du Moyen-Âge. Après l'échec de son expédition, Charlemagne doit affronter la menace des Avars, peuple de cavaliers originaires des steppes d'Asie qui, depuis des dizaines d'années, multiplient les pillages à travers l'Europe. Au terme d'une série de campagnes militaires, les Avars sont vaincus et les Francs mettent la main sur un énorme butin qui augmente considérablement la richesse du royaume. À la suite de ces conquêtes, le prestige de Charlemagne est désormais tel que son entourage l'incite à se faire nommer empereur, afin de rétablir l'Empire romain d'Occident. Un empire manifestant son autorité sur une multitude de peuples, unis par le christianisme, dont il serait le souverain, agissant au service de l'Église. L'idée fait son chemin, et en l'an 800, Charlemagne est couronné par le pape comme empereur. Il est désormais le souverain le plus puissant d'Occident, au point qu'un poète de son temps le désigne comme « père de l'Europe ». Bien que Charlemagne ait mené de nombreuses conquêtes, il ne se préoccupe pas uniquement des enjeux militaires,
mais s'avère aussi être un législateur actif qui, pour remédier aux lacunes du monde franc, instaure une multitude de lois sur de nombreux aspects de la société, tels que l'administration, l'économie, l'éducation, la religion et la culture. Pour renforcer son autorité, Charlemagne exige de tous les nobles un serment de loyauté et établit une institution chargée de contrôler les détenteurs du pouvoir dans les différentes régions de l'Empire, les Missi Dominici. Afin de stimuler le commerce, Charlemagne fait restaurer les routes, encourage les foires et uniformise les unités de mesure. Face à la pénurie d'or pour frapper des pièces, il introduit une nouvelle monnaie basée sur l'argent, dont la fiabilité lui permet d'être largement adoptée en remplacement des transactions payées en nature ou par le troc, ce qui facilite les échanges commerciaux. Conscient qu'il manque cruellement d'hommes lettrés pour administrer son vaste empire, Charlemagne cherche à y remédier en faisant créer des écoles publiques, ouvertes même aux enfants de basse condition. Cette politique pour promouvoir l'éducation s'inscrit dans sa volonté de faire briller la religion et la culture. Au sein d'un empire aussi vaste, comprenant de nombreuses régions converties récemment, et souvent très superficiellement, les préceptes du culte chrétien sont rarement respectés. Charlemagne s'efforce donc d'établir un ensemble de règles religieuses destinées à la fois à moraliser les membres du clergé et à uniformiser les rites et les croyances de ses sujets. Charlemagne mène une politique culturelle d'envergure et fonde l'Académie palatine, un cercle d'érudits qui se rassemblent pour traiter de nombreux sujets, dont la poésie, l'astronomie, la théologie et la philosophie. Charlemagne confie également à ses conseillers la mission de collecter et diffuser de nombreux ouvrages. Dans cette optique, il instaure une nouvelle forme d'écriture, la minuscule caroline. Plus facile à tracer et à lire, cette nouvelle écriture simplifie la copie et la diffusion des livres à travers l'Empire. Ce mouvement de promotion des arts et des lettres sera ultérieurement appelé la Renaissance carolingienne. En plus d'être un conquérant et un législateur, Charlemagne est aussi un diplomate avisé. Il fait reconnaître sa prééminence par les autres souverains des petits royaumes chrétiens d'Occident, et afin de lutter contre leur ennemi commun, l'émirat de Cordoue, Charlemagne noue des relations diplomatiques avec le califat abbasside de Bagdad. Les dernières années du règne de Charlemagne sont ternies par des difficultés pour lutter contre les incursions des pillards scandinaves. Et par ailleurs, il subit le choc de perdre deux de ses fils, auxquels il avait prévu de léguer une partie de son empire. À sa mort, en 814, son dernier héritier survivant devient donc le seul souverain sous le nom de Louis le Pieux. Charlemagne a accompli de nombreuses réalisations qui lui ont assuré une immense postérité. Pourtant, derrière cette apparence se cachent les prémices de tout ce qui détruira l'empire carolingien. La plupart des nobles n'ont aucune fidélité et obéissent difficilement au souverain. Les peuples vaincus n'ont été soumis que par la violence, ils n'ont aucune volonté de s'assimiler et sont prêts à entrer en rébellion dès que l'occasion se présentera. Les territoires conquis sont si éloignés du cœur de l'Empire qu'avec le manque d'infrastructures et de moyens de communication, l'autorité du pouvoir central n'y est que théorique. La religion, que Charlemagne voulait être le ciment de l'unité de son empire, continue d'être très disparate. Beaucoup de clercs rechignent à se soumettre aux règles de moralité qu'on veut leur imposer. Les frontières de l'empire sont très étendues et, faute de structures militaires adaptées, difficiles à défendre. Pour maintenir l'unité de l'empire, il faudrait un souverain fort, intelligent et ambitieux comme l'était Charlemagne. Mais le nouvel empereur n'en a ni le tempérament, ni les capacités. Déjà, les nobles commencent à se déchirer, les incursions ennemies se multiplient, les rébellions se préparent, et la guerre civile s'annonce. Charlemagne est l'une des figures centrales du Moyen-Âge en Europe. Non seulement il fut souvent représenté dans la littérature et l'art médiéval, mais il inspira aussi de nombreux souverains et organisations invoquant sa mémoire, souvent même pour des causes opposées. S'il est resté célèbre pour ses conquêtes, Charlemagne eut en plus la volonté de réformer l'État en profondeur et de développer les arts et les lettres. Cependant, malgré quelques réussites durables, notamment sur le plan culturel, la majorité des réalisations de Charlemagne n'ont pas traversé le temps. Ses intentions de développer une administration efficace étaient louables, mais en réalité, les résultats furent loin de correspondre à ses attentes.
Il est assez grotesque de voir comment Charlemagne était à la fois capable de publier des règles et des normes aussi dérisoires que de fixer un nombre minimum de poules et d'oies dans les basses-cours, et que dans le même temps, il avait de grandes difficultés à se faire obéir pour des sujets cruciaux, comme l'armée ou la fabrique de la monnaie. Si Charlemagne conquit d'immenses territoires, il ne créa pas les conditions pour les intégrer durablement. Avec le désir d'émancipation des peuples soumis, la noblesse qui ne servait que ses propres intérêts et l'administration défaillante, ces conquêtes ne pouvaient pas être durables. Il était impossible de maintenir un empire aussi grand et comprenant une multitude de peuples aussi différents. C'est là tout le paradoxe de Charlemagne. Faute d'avoir su se fixer un cap moins ambitieux mais plus réaliste, ses succès menèrent progressivement à la ruine de son empire.